Transformers War is here, and the Earth is no match for the evil Decepticons and Megatron. But Optimus Prime and the heroic Autobots have the power to protect our world. Transformers! Le premier film Transformers, c'était l'un des événements de l'année à l'époque. Hasbro et Paramount ont frappé un énorme coup commercial, dominant le box-office et les magasins de jouets pour le retour en fanfare de la licence. Et aujourd'hui justement, dans ce nouvel épisode du Magnus Toy Show, j'ai envie de revenir avec vous sur l'histoire de la gamme de jouets du premier film. Qu'est-ce qui a fait son succès ? Comment est-ce qu'Hasbro a réussi à faire marcher ça ? Et pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, je la considère comme l'une des meilleures de l'histoire de la franchise ? Bref, sur ce, allons-y. Mais avant que cette vidéo commence, j'avais envie de vous parler du partenaire officiel de cette dernière, Transforverse.eu. Transforverse, c'est la boutique de figurines Transformers faite par les fans pour les fans. Vous y trouverez tous les TF dont vous avez besoin, directement en stock ou en précommande. Studio Series, Legacy, Model Kit ou encore Masterpiece, vous êtes servis. Début octobre, de très jolis stocks arrivent avec Swoop Studio Series 86, certaines des dernières exclusivités de Takara, mais aussi des restocks pour des figurines très demandées. Fortress Maximus de la gamme Titan's Return, Jetfire Commander Class, Optimus Studio Series Gamer Edition, et ça bien sûr, c'est sans parler des gammes de haute qualité qui vous attendent, notamment les Free Zero, qui ne tarderont pas à arriver. Pas d'inquiétude d'ailleurs, si le site met en pause les livraisons en ce début octobre et qu'il va être mis à jour le 10, il reste actif et vous pourrez toujours y faire vos emplettes. Enfin, si vous souhaitez gagner des Transformers tirés du tout dernier film Transformers One, Transforverse organise sur son compte Instagram un concours afin de gagner 3 Prime Changers, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Merci beaucoup à Transforverse pour leur soutien, et sur ce, on retourne en 2007 avec la gamme du premier film de Bay. Avant de parler de cette gamme en elle-même, il faut quand même se remettre un petit peu dans le contexte. À quoi ça ressemblait à l'époque le marché des figurines Transformers ? Au début des années 2000, les ventes de Transformers représentaient plusieurs centaines de millions de dollars pour Hasbro, étant l'une de ses marques phares. La série Cybertron en 2005, accompagnée évidemment de sa gamme de jouets, a marqué une légère complexification de certaines figurines, avec des robots plus solides et répartis dans plusieurs tailles différentes. C'est notamment la gamme Cybertron qui voit l'arrivée du format Legends, des petits Transformers vendus à 5$ hauts de quelques centimètres, permettant de se faire une petite collection pour un budget plus modeste. A l'inverse, les jouets principaux restaient plutôt gros, remplis de gimmicks, et avaient été plutôt bien reçus. C'était en tout cas des figurines plus abouties que celles d'Armada 2-3 ans auparavant, on avait eu de véritables évolutions entre-temps. Mais le milieu des années 2000, c'est aussi l'arrivée des gammes comme les Masterpiece, adressées aux collectionneurs, et la gamme Classics, reprenant les personnages de la G1 et les modernisant. C'est basiquement l'ancêtre de la gamme Legacy d'aujourd'hui. Personnellement, c'est l'une des périodes de l'histoire des jouets Transformers que je collectionne le plus aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment une époque qui a marqué un palier dans l'histoire de la licence. C'est vraiment là qu'on est rentré dans l'ère moderne, avec des évolutions en termes d'ingénierie, en termes de qualité de fabrication. Voilà, encore une fois, si vous comparez ça à Armada quelques années avant, où on avait basiquement 90% de briques, c'est vrai que ça fait une grosse différence. Et donc, l'arrivée du premier film live et de la gamme de jouets qui allait en être tirée, ça allait être l'occasion pour Hasbro de démontrer de nouveau son savoir-faire. Surtout que maintenant, il allait falloir non seulement faire des bonnes figurines, mais faire des bonnes figurines de ce genre de design. Ouais, il y avait du boulot. Hasbro a beau être l'un des principaux financeurs des films Transformers, même si c'était moins vrai à l'époque qu'aujourd'hui, il ne faut pas pour autant croire que tout est ouvert aux équipes en charge de la création des jouets. Les créatifs chez Paramount donnent des informations limitées, et surtout, des designs souvent non finalisés. Et oui, parce que pour que les jouets Transformers sortent en temps et en heure, il faut que la production commence bien à l'avance. Or, vous le savez, la production d'un film c'est parfois chaotique, les changements de design c'est très fréquent, et donc c'est pour ça que des fois on a des designs pas tout à fait aboutis. Ainsi, lorsque Hasbro va voir Paramount pour demander le design de tel ou tel personnage, ils n'ont parfois accès qu'à des concept art non finalisés, comme base pour leurs jouets.
Pour le coup, c'est quelque chose qui se voit encore aujourd'hui, et qui est presque inévitable. Mais en plus d'avoir des designs parfois non finalisés, Hasbro a également dû travailler avec les différentes marques automobiles présentes dans le film pour s'assurer de pouvoir proposer des véhicules sous licence. Dans ce qui est tout de même un joli tour de force, la majorité des Transformers de la gamme possèdent leurs véritables modes alternatifs. On a tout de même quelques exceptions, comme Optimus Prime, dont le camion Peterbilt n'a pas officiellement entre guillemets la licence, mais qui est tellement proche que ça ne fait aucune différence. Cela a été rendu possible par un accord de licensing directement entre Hasbro et Paramount, ce qui a pas mal simplifié la tâche. Ça a même permis aux fabricants d'obtenir la licence officielle de plusieurs engins militaires, le Buffalo de Bone Crusher, le F-22 de Starscream ou encore le MH-53 de Blackout. Avoir les licences officielles des modes véhicules des Transformers n'a jamais été essentiel pour Hasbro, et la majorité des gammes de la licence ont fonctionné et fonctionnent encore sans aujourd'hui. Cependant, alors que les années 2000 signaient une volonté de réalisme, avec les gammes Alternator, Binaltech ou même Masterpiece évidemment, le premier film a été dans cette droite lignée. Les Transformers gagnaient un peu en prestige avec tous ces partenariats. Ce que Hasbro a aussi compris avec le lancement de ce film, c'est qu'ils allaient toucher un public très large. Peut-être plus large que jamais dans l'histoire de la franchise. Donc pour ça, il fallait que la gamme de jouets soit extrêmement étendue aussi. On ne pouvait pas avoir simplement que les Transformers de base. Bien sûr, ça c'est déjà très bien, et nous autres collectionneurs, c'est ce qui nous intéresse en priorité, mais une bonne stratégie commerciale, c'est aussi une stratégie qui voit large. Et là, c'est ce qui a été fait. La gamme du film est d'une diversité rarement égalée dans l'histoire de Transformers. Il y en avait pour tous les goûts. Bon, bien sûr, on avait notre mainline, les figurines Transformers classiques, sur lesquelles on s'attardera davantage après, ainsi que le retour du format Legends, créé 2 ans plus tôt pour Cybertron. Adapter des designs aussi complexes dans des formats aussi petits semblait être un défi difficilement atteignable, mais force est de constater que ces petits jouets ont rencontré un succès fou. Parmi tout ça, on avait aussi des jouets à gimmick, l'un des formats les plus populaires étant ce qu'on appelait les Fast Action Battlers. Pour faire simple, il s'agit de jouets de taille de luxe, donc une quinzaine de centimètres, simples à transformer et avec un gimmick central. Ça pouvait être simplement un missile à tirer, un ressort qui déclenche une arme, bref des petits trucs dont le nom était indiqué sur la boîte et qui, je trouve, te mettaient un nom incroyable sur une feature qui, dans les faits, était ultra basique. Genre là, typiquement, on a le Axe Attack Ratchet qui attaque avec une hache. Ouais, c'est un missile. Je vois pas où est la hache, là. Non, vraiment, je la vois pas, c'est pas une hache, ça. Ou alors, on avait encore le double missile Brawl. Voilà, pareil, double missile, c'est juste de lance-missile, quoi. Oui, double missile si tu veux, mais voilà, là, ça te donne vraiment... Ça, pour le coup, c'est un artwork qui te fait envie, qui te donne envie de jouer avec le truc. Alors que dans les faits, c'est un gimmick qui aurait pu aussi bien être intégré dans n'importe quelle autre figurine. Mais justement, c'est ça que j'aimais bien aussi avec les Fast Action Battlers. L'un de mes jouets préférés parmi les Fast Action Battlers, c'était aussi Frenzy. Tout simplement parce que c'était la seule version du personnage qui se changeait vraiment en radio. Et pour le coup, lui, son gimmick, il faisait assez mal. Oh! Voilà, il tirait les espèces de petits trucs là comme ça qu'il lance dans le film. Ça, c'était screen accurate, ça, c'était bien, et d'ailleurs, honnêtement, je pense que c'est l'un des Fast Action Battlers les mieux réussis de toute l'histoire. Dans le genre gimmick rigolo aussi, vous vous souvenez de ça, les Cyber Slammers. C'était le nom donné à ces Transformers à friction qui se transforment entre guillemets tout seuls, faisant apparaître un robot à l'intérieur du véhicule. Je les trouve super mignons personnellement, entre les véhicules qui ont ce côté très déformé, très cartoonesque, et les robots tout choux à l'intérieur. Non, vraiment, pour les jeunes enfants, c'était vraiment cool. Après se pose la question de savoir si les jeunes enfants allaient vraiment voir ce film. Non, parce que, bon, voilà quoi. Bumblebee, arrête de lubrifier cet homme. Mais c'est le même genre de logique qui a fait qu'on a produit des jouets Predator ou Alien alors que les films étaient interdits aux enfants dans les années 70 et 80. D'ailleurs, vous vous souvenez de cette scène dans le film ? Eh bien Hasbro a eu la merveilleuse idée de proposer plein de petits Transformers se changeant en objets électroniques, des téléphones, des consoles de jeux. Perso, j'avais le faux baladeur MP3. Tous ces personnages ont des noms super génériques et ne sont pour le coup pas de vrais personnages du coup. Pareil, un truc qu'on voyait
partout à l'époque, c'était ces trucs-là, les Cyber Stompin, des gros robots non transformables remplis de son et lumière. Il y en avait que 2 en plus, un Optimus et un Bumblebee, mais Hasbro en a vendu des palettes. Au milieu de tout ça, on trouvait aussi des figurines plus collection, entre guillemets, en tout cas destinées à un public un poil plus âgé. C'est notamment le cas des Robot Replicas, des figurines d'une quinzaine de centimètres, non transformables, mais plus fidèles à l'apparence des personnages sur grand écran. Hasbro savait que les designs étaient bien trop complexes pour être parfaitement reproduits en jouet à l'époque, donc ce format permettait de contenter ceux qui voulaient à tout prix un truc fidèle entre guillemets à ce qu'on voit dans le film. Avec des bras interchangeables et des articulations basées sur des Revoltech, ces figurines étaient finalement pas si mal, juste elles se transformaient pas quoi. Fun fact d'ailleurs, mon premier Optimus inspiré des films, c'était le Robot Replicas justement, qui ressemblait à ça. Alors effectivement oui, il est fidèle au film, mais il va pas chercher plus loin que ça. D'ailleurs si on veut, on peut lui retirer son bras pour mettre un beau canon à la place. Alors, il est pas dégueu sur le principe, mais alors ça vous voyez, c'est la trace d'un enfant attardé qui a bouffé le plastique. Oui, parce que il y a un aspect un peu caoutchouc là-dessus. Voilà. Le petit Magnus de 8 ans là était un peu débile quand même. Côté roleplay, la gamme a également offert pas mal de trucs sympas en rapport notamment avec le personnage d'Optimus. On a notamment ce casque mythique que j'ai l'impression que tout le monde a eu à l'époque, mais on avait aussi ce flingue là, ce gros truc, un petit peu comme le Optimus d'Animated dont je vous ai déjà parlé en début d'année, il se transforme exactement de la même manière. On a un flingue, et là on a un camion. Et oui, tout comme pour le Optimus d'Animated. D'ailleurs j'y pense, mais ce truc c'est vraiment le look le plus G1 que le Optimus des films ait jamais eu. Parce que là vraiment avec le camion comme ça, la remorque, plutôt stylé en vrai, j'aime bien. Mais on avait aussi une version de ce jouet pour Starscream qui se changeait en avion, et aussi le blaster de Bumblebee, et même de Ratchet. Ouais, Ratchet pour je ne sais quelle raison. Donc ouais, cette gamme de jouets, c'était une sacrée aventure, et j'aurais pu vous faire une liste de tout ce qu'on a eu, ça aurait duré 2 heures. Mais si vous êtes là, c'est aussi pour que je vous parle bien de la gamme de jouets principale, celle que pour le coup tout le monde a connue. La gamme principale du film Transformers de 2007 a donc été lancée en même temps que ce dernier, au début de l'été, et présente donc à différents formats les personnages du long métrage. À l'image des lignes de jouets précédentes, on a ici un gimmick central incorporé sur presque toutes les figurines. Il s'agit de la technologie automorphe. Cette dernière est un système qui fait que certaines pièces des Transformers vont se placer automatiquement lors de la conversion. Le but, c'est de répliquer un peu du réalisme des transformations vues à l'écran, tout en donnant au jouet un aspect plus sophistiqué. On peut citer en exemple le haut du corps et les jambes de Bumblebee, la tête de Jazz qui sort toute seule quand on le transforme, les panneaux sur le torse de Starscream, les jambes de Megatron, la tête et les pieds d'Optimus Prime, bref, vous avez compris, des petites parties de la transformation se font automatiquement. Certains gimmicks automorphes sont d'ailleurs un peu ridicules, comme celui de Ratchet, qui ne fait que sortir des petites excroissances sur le côté de ses jambes, ou carrément c'était un système presque nocif pour certaines figurines. Typiquement, Bumblebee peut avoir ses engrenages qui se bloquent et qui rendent impossible la transformation. Quand je regarde ma collection du premier film, j'ai vraiment 2 façons de la juger. Soit on se place du côté de la fidélité à ce qu'on a vu à l'écran, et à ce niveau-là on peut émettre des critiques légitimes, mais en même temps, si on se place du côté de la qualité des jouets en tant que jouets, et aussi qu'on prend en compte le fait que c'était la première tentative de Hasbro d'adapter ses designs, alors on ne peut que saluer le boulot qui a été fait. Pour une majorité de personnages, les figurines sont des représentations peu fidèles, mais des jouets excellents. Bien sûr, c'est une généralité, mais pour la majorité des personnages, c'est le cas. On a déjà eu l'occasion de parler de Ratchet, clairement en surpoids comparé au film, mais on pourrait aussi parler du côté un peu pâteau d'Optimus Prime au format leader, ou de son look en Voyager avec un backpack digne de la hotte du Père Noël. Le F-22 de Starscream aurait probablement besoin d'une petite cure d'amincissement, et Blackout voudrait probablement trouver un moyen de ne plus porter l'intégralité de son rotor dans son dos. Mais de l'autre côté, par exemple, Barricade et Bumblebee sont assez réussis, même si perfectibles, et leurs véhicules sont excellents. D'ailleurs, on peut faire ce compliment à la majorité des jouets de la gamme. Clairement, Hasbro est parti des véhicules réels pour faire les robots qu'on connaît, et donc quand ils sont en mode alternatif, ils ont un rendu absolument magnifique. Encore à ce jour, je persiste à dire que le camion d'Optimus Prime en format leader est le meilleur que l'on ait jamais eu dans cette taille, avec en plus des pneus en caoutchouc. Ratchet et Ironhide sont bien costauds, reprenant parfaitement leur mode de Hummer H2 et de GMC Top Kick. Même côté Decepticons, le jet cybertronien de Megatron est étonnamment correct, le Buffalo de Bone Crusher est très bien retranscrit, de même que le MH53 de Blackout.
D'ailleurs, j'ai rapidement parlé du Optimus Prime Voyager, mais Megatron aussi a eu un jouet dans ce format, reprenant l'apparence du personnage quand il est gelé par le Secteur 7, donnant donc un look global peu screen accurate, mais que je trouve ultra stylé. Ils en avaient même d'ailleurs fait une variation où la glace était remplacée par du feu. Juste incroyable en fait. L'un des principaux problèmes que Hasbro a rencontré avec cette gamme de jouets, c'est qu'il a fallu très rapidement répondre à une demande qui était absolument incroyable, et donc pour ça, il a fallu proposer du jouet pour remplir les étalages. Ces derniers allaient donc sortir pour l'année 2008, dans la continuité du succès du film. Bonne nouvelle, Hasbro avait sous la main tout un tas de jouets issus de la trilogie d'Unicron à utiliser, et ne s'est pas privé pour en faire de nouveaux persos. Majoritairement, il s'agissait de personnages issus de Transformers Cybertron et un petit peu Energon, ceux avec les designs les plus passe-partout et qui pouvaient facilement être adaptés pour en faire des Transformers un peu plus dans la vibe des jouets du premier film. Mais pour autant, on a quand même eu droit par exemple à Inferno, un repaint du Red Alert d'Armada, et chose assez drôle, le son qu'il fait est le même que Red Alert, preuve qu'ils n'ont vraiment fait que passer un coup de peinture sur le jouet d'origine. Personnellement, c'est de ce côté de la gamme du premier film que je trouve certaines des figurines que je cherche activement. Ce mélange de styles m'a toujours bien plu. Au-delà de la réutilisation de personnages déjà existants, Hasbro a aussi commercialisé nombre de personnages qui viennent de concepts abandonnés du film, ou même simplement qui sont dérivés de véhicules présents dans ce dernier mais qui n'étaient pas des Transformers à la base. On a par exemple Arcee, longtemps envisagé pour faire partie des Autobots, dont la figurine est ma foi plutôt très cool, avec un design réussi et en accord avec le style de l'époque, et bien plus sympa que ce qu'on a eu 2 ans après. On pourrait aussi parler de Longarm, la dépanneuse que conduit Michaela dans la bataille finale, et qui ici est un Autobot ultra cool. Limite, il peut faire office de drone tellement c'est un look à la fois sympa mais basique. Évidemment, comment ne pas parler d'Incinérator, ce Decepticon super badass qui se change en Osprey. Lui pour le coup, je suis désolé, mais il nous faut un studio series de ce perso. Les Ospreys sont tellement importants dans les films, et le perso tellement badass, ça serait criminel de rater cette opportunité. Hasbro, si vous m'entendez, rendez-lui justice, s'il vous plaît. Du côté des personnages inédits, on a aussi eu droit à plusieurs drones Decepticons, basés sur ceux que le joueur affronte dans le jeu vidéo Transformers The Game. Swindle, Payload ou encore Dreadwing sont des personnages adaptés du jeu, sans personnalité, mais en même temps c'est le but. Et puis bien sûr, puisqu'on est dans une gamme Transformers, et bien sûr, on a eu droit à notre lot de repaint. Yeah! Une partie de ces derniers sont des références aux Transformers G1, Optimus Prime, Ratchet, Jazz et même Starscream, tous ont eu droit à des recolos rappelant les années 80. C'était une bonne façon pour Hasbro de ne pas oublier les fans de la première heure, tout en rentabilisant des moldes déjà existants au maximum. Mais même les autres personnages du film ont eu des versions alternatives. Ironhide a eu une version bleue, Barricade une version grise, Bone Crusher un camouflage de jungle, bref, il y en avait pour tous les goûts, et vous le savez peut-être, mais c'est via l'un de ces repaints justement que j'ai eu mon premier jouet Transformer, le Stealth Bumblebee, une version à dominante de noir de l'éclaireur des Autobots. Et justement, puisqu'on parle du personnage, comment ne pas parler du Bumblebee Ultimate ? Ce jouet, le plus gros et le plus cher de toute la gamme, étant vendu dans les 100 €, a été le gros Transformers de l'année 2007, une version de 40 cm de bille, avec son et lumière, et la possibilité de bouger un peu en mode robot, avec un aspect donc un peu automatisé. Alors oui, clairement il est obèse, mais comment ne pas en rêver quand on est un enfant ? C'est le personnage le plus populaire, dans un format XXL, le move commercial est incroyable. En plus, il est sorti parfaitement au bon moment pour les fêtes de fin d'année, autant dire qu'il s'en est vendu des palettes. Justement, cette gamme de jouets, ça a été ni plus ni moins qu'un carton. Un carton absolu. Elle a dominé tout l'été 2007, a multiplié les ventes de Transformers par 5 et a généré des centaines de millions de dollars. Sur ses premiers mois de commercialisation, entre juin et la fin d'année 2007, on estime que ce sont presque 500 millions de dollars qu'Hasbro a gagné grâce à elle. À titre de comparaison, c'est autant que la gamme de jouets tirée de Star Wars La Revanche des Sith, sortie 2 ans avant. Et encore, il ne faut pas oublier que la gamme s'est poursuivie durant l'année 2008, accompagnée en plus par l'arrivée de Transformers Animated. Résultat, avec 500 millions en 2007 et 400 millions en plus à peu près en 2008, ça fait qu'en l'espace de 2 ans, Transformers avait rapporté à Hasbro, juste sur les gammes de jouets, presque 1 milliard de dollars.
Alors bien sûr, ça a été difficile pour les magasins de suivre la demande, car début 2007, la majorité des enseignes aux États-Unis avaient commandé des Transformers du film en quantité à peu près équivalente à ce qu'ils demandaient habituellement. Lorsque le film sort enfin, la demande dépasse très largement l'offre et donc les grandes surfaces se retrouvent obligées de commander en urgence des stocks qui n'arriveront pas tous. Sur la deuxième moitié de l'année 2007, on a donc pu constater diverses pénuries, en particulier aux USA. Pénurie qui sera très largement rattrapée en 2008, jusqu'à même que certains jouets soient présents en trop grande quantité et deviennent ce qu'on appelle des shelf warmers, terme utilisé pour désigner les Transformers qui ne se vendent pas. Un an et demi plus tard arrivera Transformers Revenge of the Fallen en 2009, et même si c'était difficilement imaginable à l'époque, la gamme de ce film-là va encore plus se vendre. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà pour ce nouvel épisode du Magnus Toy Show, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous étiez né à l'époque du film de 2007 ? Est-ce que vous avez vécu la sortie de ce film, la sortie de cette gamme ? Ou au contraire, est-ce que vous découvrez un petit peu son histoire avec cette vidéo ? Ou est-ce que vous collectionnez encore aujourd'hui certains jouets de cette dernière ? Dites-moi tout ça. N'oubliez pas comme toujours le petit pouce bleu, le partage pour soutenir la chaîne, c'est très important, merci à tous ceux qui le font. Et sur ce, eh bien, on se retrouve pour du nouveau contenu très bientôt. C'était Magnus, ciao!